Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 262 de Change ma vie, le deuil. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'être accompagnée au studio d'enregistrement par une de mes collaboratrices, Béatrice Bognaud, qui fait partie de l'équipe des coachs Change ma vie. Bonjour Béatrice. Bonjour Clotilde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, mon histoire avec Béatrice est un peu particulière puisque Béatrice a d'abord été l'une de mes clientes en participant, il y a 4 ans maintenant, au programme de coaching que je proposais à l'époque. Et on peut supposer que son expérience au sein du programme a été bonne, puisqu'elle a non seulement décidé de se former pour devenir elle-même coach, mais aussi de rejoindre l'équipe Change ma vie et de contribuer ainsi à notre mission, qui est de mettre fin au gâchis des vies vécues à moitié, en transmettant au plus grand nombre les outils qui permettent de vivre pleinement sa vie en étant libre et aux commandes. Donc, Béatrice fait partie de l'équipe depuis bientôt 2 ans. Donc, elle intervient bien sûr au sein de notre programme de coaching, en coaching écrit et à l'oral. Elle participe à la création des contenus du programme et elle contribue aussi à piloter la formation continue de nos coachs. Alors, ce dernier point est un élément central de l'approche Change ma vie. C'est très important pour moi de créer un environnement dans lequel on permet aux coachs de l'équipe de travailler activement à approfondir toujours plus leur maîtrise des techniques de coaching. Alors déjà, le processus de formation continue de nos coachs me passionne, mais en plus, je suis convaincue que c'est comme ça que je fidélise les talents que j'ai la chance d'avoir dans mon équipe, et c'est évidemment ce qui nous permet d'apporter la meilleure qualité d'accompagnement aux membres de notre programme. Donc c'est du win-win-win. Donc, je vous précise ça en passant, ce n'est pas le sujet de l'épisode du jour, puisqu'on se propose aujourd'hui de parler du deuil. Alors plus précisément, on va vous proposer 2 épisodes au sujet du deuil, donc cet épisode-ci et l'épisode de la semaine prochaine, et aujourd'hui ça va être notre première partie. Alors est-ce que tu peux nous dire, Béatrice, pourquoi est-ce qu'on a voulu parler de ce sujet du deuil ? Dans ces 2 épisodes, on va effectivement parler du deuil. On va se demander comment est-ce qu'on peut s'accompagner au mieux à travers le deuil, parce que dans notre société occidentale moderne, comme dans toutes les sociétés d'ailleurs, il existe des usages et des normes autour du deuil. Il y a aussi des tabous et des idées reçues autour de ce sujet. Et donc la question qu'on voulait vraiment aborder avec vous aujourd'hui et lors du prochain épisode, c'est comment est-ce que, au vu des usages, des normes qu'on peut globalement observer dans notre société, comment est-ce qu'on peut s'accompagner au mieux à travers le deuil, et surtout, comment est-ce qu'on peut s'autoriser à vivre le deuil qui nous ressemble, qui est notre deuil à nous, à chacun d'entre nous, qui sommes des êtres humains uniques. Donc la première question qu'on pourrait aborder, c'est qu'est-ce que c'est le deuil ? Quand on parle du deuil, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? Parce qu'effectivement, il y a des tas de définitions du mot deuil. Ça peut désigner la perte en elle-même. Le deuil, ça peut désigner aussi la douleur émotionnelle qu'on éprouve en lien avec cette perte. Ça peut désigner aussi les marques extérieures de cette douleur, qui d'ailleurs sont souvent réglées par l'usage au sein de nos sociétés. Ça peut désigner aussi le processus psychique mis en œuvre par une personne à la suite de cette perte. Et ça peut désigner aussi le temps que dure ce deuil. Et ce sur quoi on veut porter notre attention avec vous aujourd'hui, c'est sur l'idée que le deuil, c'est à la fois une émotion, ou plus précisément, en fait, un ensemble d'émotions, et un processus. Donc un ensemble d'émotions dont certaines peuvent être extrêmement intenses et douloureuses, au point parfois de nous sembler insurmontables. Et d'ailleurs, l'étymologie latine du mot deuil, c'est dolus, c'est la douleur. Un ensemble d'émotions, mais aussi un processus autour duquel les humains, comme je le disais tout à l'heure, ont créé des usages qui peuvent varier selon les époques, selon les cultures, selon les familles, et à propos duquel aussi il existe des tabous et des idées reçues. Et donc s'il s'agit de proposer une définition, la définition que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est que le deuil, c'est la réponse, la réaction naturelle à ce que l'on perçoit comme une perte, et plus précisément à ce que l'on perçoit comme la perte d'un objet d'amour extérieur à nous. Donc ça peut être par exemple la perte d'un être cher, la disparition d'un proche, que ce soit un parent, un grand-parent, un enfant, un bébé, pendant la grossesse ou après sa naissance, la disparition d'un ou d'une amie, d'un ou d'une collègue, la disparition aussi d'un animal de compagnie. Et ça peut être aussi la perte de quelque chose qu'on aime et qu'on considère comme un élément constitutif de notre expérience de vie, voire de notre identité. Donc par exemple, un couple, la perte d'un couple dans le cas d'une séparation ou d'un divorce, la perte d'un lieu de vie auquel on était très attaché, la perte d'un travail,
auquel on a beaucoup donné et qui voulait dire beaucoup pour nous. La perte d'un projet qui n'a pas fonctionné ou qu'on abandonne, par exemple le projet d'avoir un enfant. Ou la perte d'un statut auquel, à travers lequel on se définissait. Donc par exemple, si on se définissait comme la femme de ou le mari de et que notre conjoint ou notre conjointe décède, ou quand on se définissait comme un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, et qu'on est amené à devenir ou à redevenir salarié, ou quand on se définissait comme un père et une mère, ou une mère, et que notre enfant décède. Et donc ce dont on va parler aujourd'hui, c'est principalement de ce qui se joue pour nous quand on perd un être cher, mais ce sont en réalité les mêmes mécanismes qui peuvent s'appliquer dans les autres cas que je viens d'évoquer. Donc, je pense que tu as bien posé le décor. La raison pour laquelle on se propose d'évoquer ce sujet du deuil pour ces 2 épisodes, c'est qu'en réalité, même si la plupart d'entre nous n'avons pas très envie d'y penser au quotidien, en réalité, le deuil nous concerne tous et nous concernera tous à un moment ou à un autre de notre vie. C'est tout à fait ça. En réalité, c'est quelque chose qui fait partie de manière intrinsèque de la vie, de notre vie d'humain et de la vie en général. Et je pense que cette petite phrase qui a l'air un peu galvaudée et puis un peu anodine, elle contient déjà une clé majeure quand on aborde le sujet du deuil, parce que le deuil, c'est-à-dire la disparition, la perte irréversible, en fait, ça fait partie de la vie. Et d'ailleurs, dans certaines cultures, la mort ou les morts sont intégrées dans le quotidien d'une manière qui est normalisée, qui est honorée, et on peut supposer que ça a une influence réelle sur la façon dont le deuil est vécu. Et quand on y repense, en fait, dans notre société occidentale aussi, il y a quelques générations encore, la mort était bien plus présente dans nos vies, dans le quotidien des gens, par le simple fait que plusieurs générations vivaient sous le même toit. Donc la vie et la mort cohabitaient de manière beaucoup plus évidente, parce que les naissances et les décès pouvaient avoir lieu régulièrement à la maison. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. La mort est d'une certaine manière sortie de notre quotidien, sortie de notre champ de vision et d'expérience directe. La mort des personnes âgées, par exemple, ou des personnes malades, a souvent lieu dans un contexte médicalisé, ce qui par tout un tas d'aspects est une très bonne chose. Simplement, ça contribue à éloigner la mort de notre quotidien, à la rendre plus lointaine, plus aseptisée et plus abstraite, en fait. Et puis, il y a un autre point, c'est que la mort des gens qu'on aime, ça nous renvoie aussi à notre vulnérabilité et à notre propre finitude d'être humain. Et ça, dans une société sécularisée comme la nôtre, qui cultive beaucoup moins de croyances qu'avant sur ce que peut signifier la mort, sur ce qu'il peut y avoir après la mort, et ça peut être assez effrayant. Et donc, souvent, on aimerait assez oublier ça, on aimerait faire que ça prenne moins de place, que ça n'existe pas du tout, ou que, en tout cas, que nous et que nos proches, on n'ait pas à faire cette expérience parce que c'est une expérience douloureuse. Et en réalité, cette résistance-là, en elle-même, c'est déjà une source de souffrance. Et comme tu l'évoquais tout à l'heure, en fait, ce qu'on peut observer, c'est que ça a beau nous concerner tous et toutes, ça a beau faire partie de la vie, la réalité, c'est que souvent, peut-être même la plupart du temps, on est confronté au deuil, sans y être préparé, sans être outillé sans être accompagné et sans savoir s'accompagner soi. Et donc, quand on met tous ces constats et toutes ces idées bout à bout, en fait, ce qui ressort, ce qui émerge, c'est qu'en fait, il y a tout un tas de bonnes raisons pour lesquelles on peut facilement se prendre les pieds dans le tapis. Tout un tas de bonnes raisons pour lesquelles, en fait, on vient ajouter de la souffrance supplémentaire à la douleur primaire qui est souvent immense, qu'on ressent face à cette perte irréversible. Donc effectivement, ce qu'on se propose de faire avec ces 2 épisodes, c'est de vous donner des clés pour comprendre qu'est-ce qui se joue dans le cas d'un deuil et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'on soit concerné maintenant ou qu'on ait envie de se préparer à cette expérience dans le futur, puisqu'elle se présentera ou elle se représentera à un moment ou à un autre, pour en fait avoir ces outils-là et pour ne pas se retrouver en fait démunis dans une forme d'incompréhension de ce qui se passe à l'intérieur de nous au moment où ça se produit. Donc c'est vraiment pour ces raisons-là qu'on voulait aborder ça dans le podcast. D'ailleurs, vous avez été nombreux et nombreuses à nous demander de traiter ce sujet sur Change ma vie. Et à titre plus personnel, pour Béatrice et pour moi, la raison pour laquelle on se trouve aujourd'hui à enregistrer cet épisode ensemble, c'est que Béatrice et moi avons un point commun, c'est que nous avons toutes les deux, récemment ou relativement récemment pour moi, perdu nos pères respectifs. Et donc c'est un sujet sur lequel
lesquels on a été amené à échanger. Donc pour ma part, mon père, qui s'appelait Patrick, est mort il y a maintenant 4 ans, 4 ans et demi. Il est mort très rapidement après un diagnostic. Juste avant d'enregistrer, je calculais. Il est mort exactement 6 semaines, en fait, entre le moment où on a su qu'il était malade et le moment où c'était la fin. Il s'est passé 6 semaines. Donc ça a été à la fois un processus très rapide, moins rapide. Il y a des morts qui sont plus soudaines, mais ça a été assez rapide. Et donc, en fait, il a fallu assez rapidement s'habituer à une nouvelle réalité. Donc, c'est bien sûr une expérience qui, moi, à titre personnel, m'a énormément secouée. En plus, c'était en 2018. J'avais des enfants qui avaient respectivement 3 et 5 ans. Donc, j'étais beaucoup dans les toutes petites années de la vie de mes enfants. J'étais en phase de transition professionnelle. Je venais tout juste de publier mon dernier livre de cuisine. Donc, c'était une période qui était du coup très, très mouvementée, mais ce que j'ai pu constater, c'est que j'avais déjà des outils de développement personnel et de coaching et de compréhension des mécanismes de mon cerveau et de mes émotions à cette époque, et que je pense vraiment que ça a complètement changé mon expérience de cette expérience, mon expérience de ce chapitre de ma vie qui a été très douloureux, mais que j'ai l'impression d'avoir vécu d'une façon que j'ai l'impression d'être restée finalement créatrice de mon expérience de ce deuil. Et c'est finalement, alors c'est pas forcément l'objectif de tout le monde, mais en tout cas je trouve que c'est bien d'apporter des outils pour que ce soit une possibilité, si c'est comme ça que vous avez envie de vivre un deuil. Et de mon côté, alors mon père, qui lui s'appelait Robert, est décédé il y a 4 mois. Et alors dans son cas, c'était presque 1 an jour pour jour après que les médecins avaient diagnostiqué une maladie qu'on ne sait pas soigner à ce stade. Donc ça a été une année à la fois très, très, très longue et très courte. En tout cas très dense, très intense, notamment sur le plan émotionnel. Et pour avoir vécu de nombreux autres deuils dans ma vie, en lien avec des disparitions plutôt brutales, voire très brutales de certains de mes proches, à différents moments de mon parcours de vie, ce que j'ai pu observer en lien avec le décès de mon père, et que je trouve d'une certaine manière assez extraordinaire, ça va faire écho à ce que tu disais, Clotilde, à l'instant, c'est que c'est en fait combien ces outils de coaching que Change ma vie présentent à travers le podcast et dont on équipe les membres de notre programme, combien est-ce que ça m'a aidée, en fait, justement, à ne pas me sentir démunie. En fait, malgré tout, malgré ces circonstances que évidemment, je n'aurais pas choisies, malgré l'intensité des émotions, en fait, c'est comme s'il y avait une sorte de noyau de paix, de force et de stabilité tout au fond de moi. Alors évidemment, en surface, il y a des épisodes de tempête, mais c'est comme si la lame de fond était vraiment solide, très ancrée, très assurée. Et ça, c'est extrêmement précieux. Ouais. Et donc, ce qu'on voit finalement se dessiner en creux, c'est que si on avance dans sa vie, en fait, dans la partie vivante de sa vie, sans envisager, sans finalement se familiariser avec ce processus du deuil et qu'est-ce qui se passe pour un être humain qui perd quelque chose qu'il aimait ou quelqu'un qu'il aimait, en fait, ce qui peut se passer au moment où ça se produit, c'est qu'on peut se trouver d'abord complètement débordé par des émotions qui sont intenses, qui sont très douloureuses et qu'on ne comprend pas, et pour lesquelles on peut avoir du mal à trouver une forme d'acceptation. Parfois, l'intensité de ces émotions peut nous empêcher de fonctionner au quotidien et donc, du coup, nous priver de certaines expériences. Je pense notamment au fait que moi, j'avais des enfants petits au moment de la mort de la maladie et de la mort de mon père et je suis contente, a posteriori, d'avoir pu rester présente auprès d'eux alors que je vivais ça dans ma vie de fille. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut souligner. Néanmoins, ce que je veux préciser aussi, c'est qu'on ne veut pas, à ce sujet, créer d'injonction d'une forme de façon de vivre le deuil qui serait idéale ou lisse ou parfaitement gérée. C'est pas de ça qu'on parle. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, chacun et chacune,
trouver une façon de traverser cette phase de deuil de la façon qui nous convient à nous et de faire en sorte que finalement ce chapitre de vie qui du coup fera partie de notre vie et de notre parcours, qu'on puisse le vivre de la façon la plus intentionnelle possible et après coup pouvoir finalement intégrer ça dans notre parcours de héros ou d'héroïne d'une façon qui prend un sens, qui nous apporte quelque chose et qui, voilà, c'est une ponctuation de vie. Donc ça, il me semble que c'est vraiment important d'avoir le moyen de faire ça. Ce qui peut se passer aussi si on n'a pas d'outils, c'est que on peut se retrouver au moment où on traverse ce deuil enlisé dans justement des injonctions, la nécessité de donner une certaine apparence, de bien gérer justement, de gérer ses émotions, etc. Il y a tout un tas, comme Béatrice le disait, de conventions, mais aussi de tabous, de façons de faire, alors selon les familles, selon les cultures, etc. Et si on ne sait pas faire le tri au milieu de ça, en fait, ça rajoute à l'espèce de difficulté qu'on a à vivre cette période. Et finalement, toutes ces difficultés, à la fois ces difficultés émotionnelles, mais aussi ces difficultés relationnelles ou sociales, de trouver sa place à ce moment-là, en fait, ça peut nous conduire à se déconnecter de soi-même et de son expérience dans cette période qui est difficile, parce que finalement, en fait, on se dit, en fait, tout ça est trop compliqué, et donc je vais, alors ça peut prendre la forme d'une sorte de déni, ou alors de faire pause, en fait, sur la phase de deuil et la progression du deuil, en se disant, en fait, tout ça est c'est trop insupportable, et donc, en fait, je sors de la situation, en sachant que ça, il faudra bien l'expérience du deuil, il faudra la faire à un moment ou un autre, et donc le mieux, c'est encore de le faire de façon fluide au moment où ça se produit. C'est ça. Et en fait, quand il se produit tout ça, ou s'il se produit tout ça, ce qui peut arriver, c'est que finalement, on passe à côté de la possibilité qui nous est donnée de vivre et d'écrire ce nouveau chapitre de notre vie d'une manière intentionnelle, d'une manière consciente, d'une manière choisie. C'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Tu t'es sentie créatrice de cette expérience, de ce moment de ta vie. Parce que, en fait, ce qui se joue au fond, c'est ça, c'est après cette perte, la vie n'est plus la même. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de ça ? Est-ce qu'on veut laisser venir les choses ? Est-ce qu'on veut être présent ou présente à ce qui se passe ? Est-ce qu'on veut être acteur, actrice, et pourquoi pas créateur ou créatrice de ce qui se joue pour nous ? Et l'idée, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'injonction, qu'il n'y a pas de choix qui est meilleur que l'autre. L'idée qui nous est vraiment chère à Change ma vie, c'est que quel que soit le choix, en fait, il soit conscient, il soit intentionnel, et qu'on le fasse de manière choisie. Et donc notre objectif avec cet épisode, c'est justement ça, c'est vous transmettre d'une part l'idée que quelle que soit l'intensité des émotions que vous ressentez, quels que soient les usages en vigueur, on n'est pas obligé de subir ni ces émotions, ni ce processus de deuil. On peut choisir de s'accompagner. On peut choisir aussi d'ailleurs de se faire accompagner quand ça nous semble nécessaire, que ce soit par un ou une coach, un ou une thérapeute, un ou une professionnelle de santé. On peut s'accompagner, se faire accompagner avec douceur, avec compassion, et on peut aussi choisir encore une fois d'être le créateur ou la créatrice de ce processus de deuil qui est le nôtre et celui de personne d'autre. Et notre deuxième objectif avec cet épisode, c'est effectivement de vous donner des clés concrètes pour mieux vivre ces moments, mieux accueillir ces émotions intenses, quelles qu'elles soient, et pour avancer dans ce processus de la manière, encore une fois, la plus intentionnelle et la plus choisie possible. Donc, quelle est la première difficulté qu'on peut ressentir justement quand on est dans une période de deuil, quand on est face à la perte de quelqu'un qu'on aimait? Quelle est finalement la première difficulté qu'on se prend généralement en plein visage? Ouais. Et alors ressentir, c'est vraiment le mot, parce que je pense que la première difficulté, c'est simplement, ou tout simplement, avec beaucoup de guillemets, la réalité des émotions qu'on ressent, quelles que soient ces émotions d'ailleurs, et quelle que soit leur intensité. Et la difficulté aussi de savoir en fait quelle place on leur fait. Comment est-ce que peut-être on va faire cohabiter différentes émotions, ou comment est-ce qu'à l'inverse on va pouvoir compartimenter ces émotions si c'est ce qu'on souhaite. Parce qu'en réalité, la palette des émotions qui viennent avec le deuil, elle a une richesse de nuances presque infinie. Ça peut être la tristesse, la stupéfaction, la colère,
l'impuissance, la peur, le soulagement, la culpabilité. Et en fait, la liste est presque infinie. Et parfois, on va arriver à identifier très clairement ce qu'on ressent. Et parfois, à l'inverse, ça va être une sorte de magma un peu informe qu'on n'identifie pas avec clarté. Parfois, l'émotion va être furtive, comme une petite vague qui vient et qui repart. Et parfois, au contraire, elle va s'installer comme une lame de fond très, très puissante. Et parfois, on va s'attendre à ce qu'elle survienne. Et parfois, au contraire, elle va surgir dans des moments qui nous semblent complètement incongrus, complètement inopportuns. Parfois, elle va être ténue, cette émotion. Parfois, à l'inverse, elle est tellement intense qu'on a l'impression d'être submergé. Et dans ces moments-là, on en reparlera, mais dans ces moments-là, à l'évidence, on ne va pas être en mesure de reporter l'attention que cette émotion nous demande. Mais en fait, quel que soit le scénario, ce qui se passe, c'est qu'on a envie d'y échapper, on est tenté d'y résister, de masquer cette émotion ou ces émotions, de les fuir. Et le problème, c'est que en réalité, les émotions, elles ne vont pas lâcher l'affaire. C'est un peu comme, j'aime bien cette image des enfants. En fait, tant qu'ils réclament votre attention et que vous ne leur avez pas donné, ils vont continuer à tirer sur la manche. Et l'émotion, c'est la même chose. Elle ne va pas arrêter de tirer sur votre manche et de se signaler à vous tant que vous ne lui avez pas accordé cette attention-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer comme clé, justement, quand on est dans une situation de grande douleur émotionnelle, que justement, on ne sait pas très bien ce qu'on ressent, que c'est beaucoup plus intense que ce qu'on imaginait, et qu'en fait, on a juste envie que ça s'arrête maintenant, parce qu'on a l'impression que c'est un puits sans fond et que ça ne s'arrêtera jamais. Qu'est-ce qu'on peut proposer dans ces situations-là ? Alors, c'est un peu contre-intuitif, mais l'idée, c'est justement d'apprendre et de s'autoriser à accueillir cette émotion, parce qu'on a l'impression que, on aimerait qu'elle s'arrête, et on se dit que, si on met un couvercle dessus, elle s'arrêtera plus vite, et c'est exactement l'inverse qui se produit. Et donc, à quoi est-ce que ça peut ressembler d'accueillir son émotion ? C'est, en fait, commencer par l'observer dans son corps, en la décrivant. Et donc ça peut être par exemple, je sens ma poitrine qui se contracte, ou je sens comme une chaleur qui monte à mon visage, ou je sens des larmes qui coulent, je sens mon cœur qui bat plus fort, mon champ de vision qui se resserre, etc. Et moi, ce que j'aime bien faire dans ce moment-là d'accueil de l'émotion, c'est poser la main sur mon cœur, sur ma poitrine, et en fait ça porte mon attention vers le corps et vers ses sensations corporelles. Donc ça, c'est une première étape. Et une deuxième étape dans l'accueil des émotions, ça peut être de se proposer de l'identifier en la nommant. Alors justement, est-ce que c'est de la tristesse ? Est-ce que c'est de l'impuissance, de la colère, de la culpabilité ? Et parfois, ça n'est pas accessible sur le moment de nommer cette émotion. Et en réalité, ça n'est pas grave du tout. On peut simplement l'appeler l'émotion que je ressens juste là, maintenant. Et ça sera très bien comme ça. Oui, c'est ça. Je pense que ce qu'on peut préciser, c'est l'utilité de nommer. En fait, c'est pas, on fait pas un concours de vocabulaire émotionnel. En fait, c'est simplement que pour le cerveau humain, nommer quelque chose, c'est déjà d'une certaine façon avoir un certain pouvoir dessus. En fait, depuis que l'être humain parle, a développé la faculté de parler. En fait, le fait de poser des mots sur nos expériences, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on vit, c'est déjà une façon d'être agent plutôt que d'être sujet de ce qui est en train de se passer. Et donc c'est pour ça qu'on parle autant dans l'accueil des émotions d'identifier et de nommer cette émotion. C'est parce qu'en fait d'un coup on n'est plus seulement dans l'émotion, on est aussi juste, mais parfois c'est juste à 1 millimètre au-dessus, en train de regarder l'émotion et de dire, cette émotion-là, c'est du chagrin ou de la tristesse ou de la colère, etc. Donc, cet accueil des émotions, en fait, mon souhait, ce serait vraiment qu'on puisse, dès l'enfance, avoir des outils pour les reconnaître, pour les accueillir, etc. Force est de constater que la plupart d'entre nous arrivons à l'âge adulte avec 0 degré d'éducation émotionnelle de quelque sorte que ce soit. Et donc, c'est vrai que dans le programme de coaching qu'on propose, ça fait vraiment partie des clés qu'on apporte parce que justement, cette capacité à comprendre ce qu'on ressent et à reprendre le dessus. Donc, il ne s'agit pas de contrôler ses émotions, mais de se sentir en relation avec ses émotions et non pas complètement
embarqués par ces émotions. Ces clés-là, ça fait vraiment partie de la base de ce dont on équipe les membres de notre programme. Parce qu'en réalité, toutes les émotions que l'être humain ressent font partie de l'expérience humaine de l'être humain et qu'en fait, je sais que ça peut paraître difficile à accepter dans ce contexte, mais en fait, ces émotions-là, elles sont inoffensives. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas douloureuses, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas pénibles, mais d'ailleurs, il y a l'expression « mourir de chagrin ». En réalité, on ne meurt pas de chagrin. C'est-à-dire que le chagrin, on peut le ressentir, ce sont des vagues très intenses, qui passent, qui nous submergent et qui finissent par s'amenuiser, à condition qu'on n'y résiste pas. Donc je ne sais pas si quand on disait que les gens mouraient de chagrin, est-ce qu'ils mouraient de résistance à leur chagrin, je ne saurais pas le dire. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire, l'être humain est équipé pour ressentir toutes les émotions qui vont avec l'expérience humaine, à condition qu'on ne fasse pas barrage, parce qu'à ce moment-là, effectivement, l'inconfort de la résistance finit par prendre beaucoup plus de place et d'énergie que l'expérience de l'émotion elle-même. Oui, c'est ça. Et puis en fait, ce processus d'accueil de l'émotion, c'est ça qui permet aussi, d'une certaine manière, d'apprivoiser l'émotion et d'en avoir moins peur. Et du coup, de laisser partir aussi cette crainte que si j'ouvre la porte à l'émotion, elle va me submerger, m'engloutir et ne jamais s'arrêter et que je vais tomber dans un trou sans fond et que justement, voilà, c'est la catastrophe. Et un élément à ajouter au sujet de ça, c'est souvent, on a l'impression que, il y a beaucoup de personnes qui résistent aux pleurs et aux larmes, c'est-à-dire qui se retiennent de pleurer parce qu'elles ont l'impression qu'en fait, si elles commençaient à pleurer, elles n'arrêteraient plus jamais de pleurer. C'est cette idée d'ouvrir les vannes et que là, ce sera vraiment... Et en réalité, les larmes et les sanglots ont une vraie utilité physiologique pour justement aider l'humain à passer de l'autre côté d'un certain nombre de ressentis émotionnels, et ça a un vrai pouvoir calmant en fait, d'apaisement ça permet de calmer ces émotions-là. Et donc en fait, l'idée autant que possible, c'est de trouver un endroit bien sûr de sécurité chez soi. Ça peut être de la solitude, ça peut être en solitude ou avec d'autres personnes, mais dans lesquelles on peut vraiment laisser couler les larmes, laisser sortir les sanglots sans les censurer, sans se dire je dois avoir l'air horrible, qu'est-ce que c'est que ces sanglots presque, où on se dit mais c'est presque pas humain de pleurer comme ça, et en fait de vraiment se laisser pleurer à chaudes larmes comme les enfants pleurent en fait. Ça en fait, si on peut s'offrir ça, ça a une vraie fonction dans l'accueil et la traversée de ces émotions. Et il y a un autre outil qu'on peut peut-être évoquer brièvement ici, et qui d'ailleurs parfois peut aider à justement à libérer les larmes et à les laisser sortir, c'est le tapping, qu'on appelle aussi l'EFT. C'est une technique de libération émotionnelle extrêmement puissante, qui a été développée par Gary Craig, et qui permet justement d'apporter un soulagement assez rapide face aux différentes difficultés émotionnelles qu'on rencontre. Alors pour ma part, c'est une pratique que je connaissais depuis longtemps, mais que j'ai en quelque sorte complètement redécouverte autour du décès de mon père, à un moment où en fait je me suis rendu compte que je n'avais plus du tout envie de pratiquer par exemple les méditations guidées qui faisaient jusqu'à présent partie de mon quotidien. Je n'avais plus envie d'entendre ces voix qui guidaient les méditations. En fait, je pense que j'avais juste besoin et envie d'être avec moi et avec mes émotions. Et le tapping justement m'a apporté et continue en fait de m'apporter une aide précieuse pour faire ça. Et peut-être que voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller écouter ou réécouter l'épisode 124 que Clotilde avait consacré à cette technique de libération émotionnelle et dans lequel tu nous présentes tous les bienfaits de cette technique et comment la pratiquer d'ailleurs aussi. Alors, ce qu'on a dit là à l'instant, c'est cette idée d'accueil des émotions et de pouvoir les identifier. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, souvent, en fait, c'est un cocktail. Et donc, quand finalement on ressent, ça va pas, mais on ne sait pas exactement quelles sont les émotions qui constituent ce cocktail. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire le tri ? Oui, parce qu'effectivement, c'est plutôt rare qu'on ressente une émotion pendant un deuil ou même pendant une journée. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et on peut avoir souvent ce ressenti confus qu'il y a un cocktail d'émotions qui nous habite. Et je pense que la clé, dans ces moments-là, c'est de se rappeler que nos émotions ne sont pas créées par nos circonstances, mais par nos pensées. Si vous écoutez le podcast, c'est une idée qui vous est familière. Et en fait, être conscient ou consciente de ce mécanisme-là,
ça nous permet d'accéder à la compréhension de ce qui se joue pour nous. Et cette simple compréhension, alors là aussi avec beaucoup de guillemets, ça procure souvent un soulagement énorme. Et moi, je me rappelle par exemple que pendant les dernières semaines de vie de mon père, quand j'étais présente à ses côtés, sans nécessairement pouvoir lui parler, en fait, le fait de prendre conscience, de comprendre que, en fait, bien sûr, je ressens ça parce que je me dis ça, c'était un soulagement incroyable. Et donc, à quoi est-ce que ça pouvait ressembler concrètement ? C'était, bien sûr, je ressens une tristesse immense quand je me dis qu'il va bientôt mourir. Et en même temps, bien sûr, je ressens de la gratitude quand je me dis que c'est super de pouvoir être là à côté de lui, quand je me dis qu'il est pris en charge par une équipe extraordinaire qui prend soin de lui. Et bien sûr, je ressens aussi de la colère quand je me dis que cette maladie, c'est vraiment une saleté. Et bien sûr, je ressens aussi de l'impuissance quand je me dis que j'aimerais pouvoir l'aider et le soulager. Et en fait, je me rappelle vraiment, voilà, j'ai des images de cette période-là où j'étais assise dans la chambre et où je voyais, je voyais ce cheminement entre, en fait, j'arrivais à comprendre ce qui se jouait pour moi et c'était vraiment, je me rappelle de ce sentiment de soulagement, presque de légèreté, que me donnait cette compréhension. Et comme on a tous et toutes des dizaines de milliers de pensées par jour, c'est évidemment normal et c'est attendu d'être traversé par tout un cocktail d'émotions au fil de nos journées et au fil de notre deuil. Oui, et en fait, j'évoquais tout à l'heure le fait que quand on traverse un deuil, c'est rare que ce soit notre occupation principale pendant... Ça peut arriver, mais la plupart du temps, en fait, cette perte... elle se passe en parallèle de la vie normale, entre guillemets, qu'on vit par ailleurs. Et je pense qu'une des difficultés qu'on peut rencontrer, c'est justement de se dire, en fait, d'accord, mon père est malade, ou je vis c'est tel deuil que je vis, mais en parallèle, il faut bien que je m'occupe de mes enfants, il faut bien que j'aille travailler, il faut bien que j'aille faire les courses, etc. Et donc, on peut avoir cette espèce de difficulté à vivre les émotions du deuil et à les accueillir tout en ayant l'air normal, en fait, ou en vivant normalement par ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette idée de compartimenter ? Est-ce que c'est sain ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce qu'on peut ? Ouais. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que, alors, d'une part, c'est possible, et d'autre part, c'est si on veut. Et l'idée, je pense que c'est vraiment de se rappeler, encore une fois, que nos émotions sont créées par nos pensées. Et que donc, en fait, si je veux, je peux ajuster le volume. C'est-à-dire que je peux choisir d'activer la gratitude plus fort que la tristesse. Je peux choisir d'activer l'amour plus fort que la colère. Je peux choisir d'activer la joie d'être avec mes enfants, par exemple, plus fort que la peur. Ou l'inverse. En fait, encore une fois, il n'y a aucune émotion qui est plus légitime qu'une autre. Et ça, on le fait en mobilisant des pensées qui créent ces émotions-là pour nous. Et ça aussi, c'est une compétence... extraordinaire, je trouve, qu'on aide les membres de notre programme à développer, c'est-à-dire que, en fait, on apprend à identifier quelles sont les pensées qui créent pour nous telle émotion. On apprend, si on veut, à ajuster le volume de ces émotions. On apprend aussi à créer le carburant émotionnel qu'on aimerait, par exemple, créer pour être présent ou présente à ses enfants dans un moment comme celui que tu évoquais tout à l'heure. Et on apprend aussi à ouvrir ou à fermer ce qu'on appelle des segments d'intention pour les différents moments de notre journée, encore une fois, si c'est ce qu'on souhaite faire. Et j'insiste sur le fait que, en fait, compartimenter, créer des segments d'intention, ça n'est pas la même chose que mettre un couvercle sur les émotions. En fait, c'est quand c'est possible, choisir de faire une place à ces émotions inconfortables à un moment qui nous semble le plus approprié. Oui, typiquement, je pense que ça peut concerner... des personnes qui ont une vie professionnelle, par exemple, et qui, le matin, vont travailler et le soir, rentrent chez eux. Et même si j'aime à penser que le monde professionnel est de moins en moins... demande de moins en moins aux gens d'être des robots pendant leur journée qui ne vivent pas d'émotions par ailleurs. Néanmoins, on peut comprendre que dans un environnement professionnel, en fait, fondre en larmes à toutes les réunions, en fait, ça va être compliqué pour faire avancer les projets. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir se dire, je vais travailler dans la journée et là, pendant cette réunion, d'une certaine façon, je vais faire pause sur cette partie-là de mon expérience humaine parce que j'ai rendez-vous avec moi-même
à un autre moment de ma journée pour en fait m'autoriser à ressentir toutes ces émotions et à les accueillir à ce moment-là. Donc c'est quelque chose qu'on peut apprendre à faire si on a envie de le faire, et c'est finalement une plus grande flexibilité qu'on peut s'apporter dans ce ressenti. Mais ce que je voudrais apporter là-dessus aussi, c'est que je crois que parfois on veut compartimenter, mais qu'en réalité la raison pour laquelle on veut compartimenter, c'est parce qu'on pense que dans certains contextes, nos émotions n'ont pas droit de citer. Et moi je pense en particulier à la tentation des adultes de cacher leurs émotions à leurs enfants ou aux enfants qui les entourent. Et pour ma part, avec mes enfants, c'est pas ça que j'ai choisi de faire. C'est-à-dire qu'en fait, quand mon père était malade, puis quand il est mort, en fait, je n'ai pas cherché à leur cacher. Je ne me suis pas cachée pour pleurer. Et en fait, finalement, mon intuition, c'est que c'est beaucoup plus inquiétant pour les enfants de voir revenir des adultes, les yeux rougis, qui disent non, mais tout va bien, mon chéri, et jouons au Monopoly Junior, plutôt que de leur dire oui, je suis triste, et oui, tu vois, je pleure, et toi aussi, tu peux pleurer. Et voilà, je pense que cette espèce de tabou sur les larmes des adultes, je pense qu'il ne tient qu'à nous finalement de le déconstruire pour que les enfants d'aujourd'hui puissent eux aussi un jour s'autoriser à pleurer quand ils traversent quelque chose de vraiment dur. Oui, tout à fait. Je pense que c'est d'ailleurs un très beau cadeau à leur faire, de partager ça avec eux et en fait d'incarner ce modèle là pour eux. Encore une fois, si on le souhaite, j'ai fait un choix similaire avec mes enfants au moment où mon père est décédé et d'ailleurs ça a donné lieu à des moments de connexion incroyables en réalité, de partager ça avec eux. Mais je pense que c'est assez lié avec une deuxième difficulté qu'on peut rencontrer, qui est en fait la couche de jugement qu'on rajoute par-dessus l'émotion initiale qu'on ressent, ce fameux deuxième étage du bus que les auditeurs du podcast connaissent bien. Clotilde, tu en as parlé dans l'épisode 167 qui s'appelle le bus à 2 étages, et puis dans l'épisode 186 qui parle du retour du bus à 2 étages. Et en fait, ce deuxième étage du bus, c'est ça qui nous fait ajouter de la souffrance supplémentaire à la douleur initiale qu'on ressent. Et ça peut prendre différentes formes. Une première forme que peut prendre ce deuxième étage du bus, c'est quand on se juge soi de ce qu'on ressent ou de ce qu'on ne ressent pas, parfois, de ce qu'on exprime ou de ce qu'on n'exprime pas, de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, en fait, de là où on en est ou de là où on n'en est pas. En fait, ce sont toutes ces pensées-là, c'est le deuxième étage du bus. Et je pense que la clé ici, c'est d'identifier les idées reçues qu'on a intériorisées de manière souvent complètement inconsciente, sans les questionner, c'est-à-dire tout le conditionnement social et culturel, tout notre héritage familial, tous les tabous autour du deuil, autour des émotions, est-ce qu'on a le droit de pleurer ou pas, et quand, et avec quelle force, etc. Toutes les idées qu'on a intériorisées sur comment c'est censé se passer, ce qu'on est censé faire ou ne pas faire. Oui, c'est ça. Et ce qu'on peut vraiment souligner, c'est que le deuil, les émotions du deuil et le processus du deuil, ce sont déjà des choses qui demandent beaucoup d'énergie et qui requièrent beaucoup de notre attention. Et donc, en fait, ce deuxième étage du bus, c'est finalement quand on est occupé à vivre son deuil et en même temps occupé à observer la façon dont on vit son deuil et à faire une espèce de comparaison inconsciente entre ce qu'on est en train de faire et ce qu'on devrait être en train de faire. Et donc ça se révèle notamment dans cette idée qu'il y aurait des étapes. C'est comme si on nous avait dit, alors en fait, on nous a remis une fiche d'information en nous disant, voilà les étapes du deuil. Donc la première étape, c'est ça, et puis après, la deuxième étape, c'est ça, etc. Et où du coup, on essaye en permanence de comparer ce qu'on vit à cette espèce de fiche explicative de l'univers qu'on nous a remise et où, évidemment, comme on est un être humain unique avec des émotions uniques dans une situation unique, en fait, non, ça rentre pas dans les cases des étapes du deuil. C'est ça. Et en fait, ça revient finalement à l'idée qu'il y aurait une bonne manière et une mauvaise manière d'être en deuil ou de faire son deuil. Et en réalité, cette pensée, non seulement, elle est fausse, mais en plus, elle nous dessert complètement. D'autant qu'avec le fameux biais de confirmation du cerveau, en fait, plus on pense ça, plus on se dit ça, plus on va trouver des preuves de ça et occulter les preuves du contraire. Et cette idée des étapes du deuil,
Ça fait écho en particulier au modèle en 5 étapes, le modèle du deuil en 5 étapes. C'est un modèle qui a été développé dans les années 60 par une psychiatre suisse qui s'appelait Elisabeth Kubler-Ross et qui postule que les malades en phase terminale ressentent une série d'émotions avant leur mort. Et c'est quelque chose qui fera peut-être écho. Ces 5 émotions, ce sont le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Et alors, c'est un modèle qui a évidemment le mérite d'exister, qui a le mérite de proposer un certain nombre de pistes, de cadres, de constats, et qui pour autant, d'une part, ne fait pas l'unanimité, et qui d'autre part reflète en réalité un moment T dans l'histoire de la recherche sur ce sujet, qui a beaucoup évolué depuis. Et ce qu'on peut ajouter par ailleurs, c'est que c'est un modèle qui concerne les personnes en phase terminale, et donc les personnes qui savent qu'elles sont condamnées par une maladie, et cette étude, elle n'a pas été réalisée sur des gens qui ont perdu quelqu'un et qui vivent le deuil en tant que, j'allais dire presque survivants, qui survivent à une personne qu'ils aimaient. Et alors, pour l'anecdote, en préparation de cet épisode, je me suis amusée à entrer le mot deuil dans le moteur de recherche Google. Et en fait, ce qui ressort, c'est que la liste des 4 questions les plus fréquemment posées, c'est quelles sont les 7 étapes du deuil, quelles sont les 5 étapes du deuil, quelles sont les 3 phases du deuil, et quelle est la durée d'un deuil. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, presque amusant d'ailleurs, en fait, de constater qu'il y avait la team 7 étapes, la team 5 étapes, et puis la team 3 phases. Alors bon, bien sûr, c'est Google, et ça n'est pas un livre de médecine ou le compte-rendu d'une étude scientifique, mais ce que je trouve intéressant, c'est que, d'une part, ça nous montre que cette idée d'étape, elle est vraiment extrêmement présente dans notre inconscient collectif. Et que d'autre part, au bout du bout, en fait, chacun peut trouver un peu midi à sa porte en termes de nombre d'étapes ou de nature des étapes. Et voilà, tant qu'à faire, à titre personnel, moi je préfère me dire qu'il y a tout simplement les étapes par lesquelles j'ai besoin de passer et que c'est très bien comme ça. C'est ça. Ce que je trouve fascinant, c'est que ça reflète bien cette tentation qu'on a, la plupart d'entre nous, quand on vit quelque chose de difficile, de se dire il doit exister quelque part un expert ou une experte qui va pouvoir me dire quoi faire, me rassurer sur le fait que ça va, que j'avance, que ce que je fais c'est bien, et où en fait parfois cette recherche de validation ou d'une expertise extérieure à soi, même si dans un premier temps peut-être ça peut être apaisant de se dire ah bah oui là c'est bon, j'en suis dans la phase de déni et puis après viendra la colère ou l'inverse. Je pense que notre énergie est toujours mieux dépensée à en fait se dire je suis l'experte de ma propre expérience. Alors après, bien sûr, si je me sens perdre pied, je peux faire appel à un médecin ou à un professionnel de santé ou à un thérapeute pour m'aider justement à trouver cette expertise par rapport à ma propre expérience. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aucun livre, aucun modèle de recherche et aucun résultat sur un moteur de recherche ne pourra vous dire quelque chose que vous-même vous n'êtes pas vous n'êtes pas en mesure de développer vous-même comme connaissance de vous. Alors, il y a un autre piège, justement, dans cette idée que quelque chose à l'extérieur de nous saurait mieux que nous ce qui va se passer, c'est l'idée que le rapport entre le deuil et le temps, c'est-à-dire l'idée que la douleur passe avec le temps, que le temps guérit les blessures, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur le lien qu'on a tendance à faire entre le processus du deuil et juste le passage du temps? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on est très, très nombreux à faire ce lien. Et en fait, ça revient un petit peu à croire qu'un jour, le deuil se termine, qu'un jour, on a fait son deuil. Et d'ailleurs, l'expression nous invite un peu à penser ça, qu'un jour, on a atteint la destination, qu'on a coché la case, c'est fait. Et à mon sens, c'est aussi une idée qui nous dessert complètement. Parce que là aussi, si on a intériorisé l'idée que c'est le temps qui guérit les blessures, on peut avoir tendance, logiquement, à se dire que c'est le temps qui va tout faire et qu'on n'a qu'à attendre, qu'on n'a qu'à subir en attendant que le temps fasse le job et qu'un jour, on va se réveiller et ça ira mieux et ça sera fini. Et puis là aussi, en fait, ce qui se passe, si ça n'est pas ce qui se produit pour nous, c'est qu'on va être tenté de comparer notre réalité à ce qu'on imagine qui devrait se passer. On va tenter d'en tirer toutes sortes de conclusions négatives et de jugements à propos de là où on en est, par rapport à là où on imagine qu'on devrait en être. Et en fait, je trouve que quand on y réfléchit un peu, cette idée que c'est le temps
et rien d'autre que le temps qui fait les choses. C'est un petit peu comme si on imaginait pouvoir plonger quelqu'un dans, je sais pas, dans le coma pendant le laps de temps nécessaire pour que le deuil se fasse. Et puis, quand on sortirait cette personne du coma, et ben, en fait, le temps aurait fait le job et donc, voilà, ce serait fini et cette personne n'y penserait plus. Et en fait, à l'évidence, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. Et cette idée qu'il faut du temps, je pense que ça dessert aussi dans le cas finalement inverse, où quelqu'un finalement se sent mieux, ou en tout cas a l'impression de reprendre pied dans sa vie, peut-être plus tôt que ce à quoi il ou elle aurait pu s'attendre, et où en fait du coup il peut y avoir une certaine forme soit de culpabilité, c'est-à-dire je pense que j'ai peut-être fait mon deuil un peu vite, donc qu'est-ce que ça veut dire sur moi et sur la qualité de la relation que j'avais avec la personne qui est morte, ou avec la perte de cet objet aimé. Donc soit de culpabilité, soit de crainte, c'est-à-dire de se dire en fait il doit me manquer un bout, parce que moi là j'ai l'impression que c'est bon maintenant, et donc en fait peut-être qu'il y aura un deuxième axe qui va se révéler plus tard. Donc en fait je pense que cette idée du temps, elle nous dessert, que ça prenne du temps ou que ça en prenne peu. En fait, cette idée d'un laps de temps imposé par l'extérieur nous est pas utile. Néanmoins, on s'aperçoit dans les faits que ça évolue avec le temps. Donc, qu'est-ce que tu peux observer là-dessus ? Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, notre cerveau a besoin de réapprendre ce qui est vrai dans notre nouvelle réalité, en fait, dans nos nouvelles circonstances de vie qui incluent la perte de cette personne ou de cet élément qui nous semblait constitutif de notre identité. Et en réalité, c'est ce processus-là qui prend un certain laps de temps, tout simplement parce qu'il demande une forme d'entraînement. C'est comme un nouveau muscle à développer. En fait, ce sont de nouveaux circuits neuronaux à développer. Et ce processus d'adaptation, il a lieu par exemple quand le téléphone sonne et qu'on imagine que c'est la personne disparue qui nous appelle, ou quand on a l'élan de lui demander son avis sur une décision qu'on aimerait prendre, ou quand on s'attend à trouver cette personne à côté de nous, dans le lit le matin quand on se réveille, ou quand on s'attend, si c'est un animal de compagnie qu'on a perdu par exemple, à le voir nous accueillir quand on passe le seuil de la porte. C'est en fait à chaque fois que le cerveau anticipe en mode automatique quelque chose qui, dans ces nouvelles circonstances de vie qui incluent la perte irréversible de cette personne, ne peut plus avoir lieu. Ou c'est par exemple, quand il y a quelques jours, j'ai reçu la photo, mon frère m'a envoyé la photo qu'il venait de prendre du caveau familial sur laquelle on voit que ça y est, les pompes funèbres ont gravé le nom de mon père, l'année de sa naissance et l'année de sa mort. Et en fait, ce processus d'adaptation, il se joue aussi au moment où, je vois littéralement gravé dans le marbre cette date. Et en fait, c'est comme une énième prise de conscience, un énième atterrissage, une énième onde de choc. C'est encore un peu surréaliste, c'est encore vertigineux, c'est inconfortable, c'est douloureux. Et en fait, c'est mon cerveau qui ajuste, qui enregistre à nouveau l'information, qui met à jour un peu son disque dur de... oui, ça s'est vraiment passé, c'est vraiment vrai, mon père est mort. Et c'est même au moment où je vous le dis, il y a toujours une partie de moi qui intellectuellement le sait, et une partie de moi qui a besoin de s'adapter, d'enregistrer cette information, d'actualiser en fait ce qu'elle sait des circonstances de ma vie. Et voilà, donc c'est dans ces moments-là, à chaque fois, qu'on se rappelle que ça n'est plus possible, qu'on se rappelle que les circonstances ont changé, que cette personne est décédée, qu'il ou elle ne répondra plus au téléphone, qu'il ou elle sera plus là le matin au réveil, qu'il viendra plus nous accueillir quand on rentre. En fait, à chaque fois, notre cerveau emmagasine des nouvelles données et il apprend et il s'adapte. Et c'est ça qui fait que peu à peu, il y a un différentiel de plus en plus petit entre ce que notre cerveau anticipe et ce qui est vrai. Et il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Mary Frances O'Connor qui explique ça très bien et de manière tout à fait accessible dans un ouvrage qui s'appelle The Grieving Brain, qui à ma connaissance n'est pas ou pas encore traduit en français, mais en tout cas c'est une lecture qu'on peut recommander. C'est ça, c'est intéressant ce que tu soulignes avec cette idée, c'est une forme de dissonance cognitive en fait. Et en fait la dissonance cognitive... elle existe, mais c'est ce qu'on lui fait dire, en fait. C'est finalement à quel degré est-ce qu'on s'est habitué à ce changement de circonstances. Moi, j'ai le souvenir, il y a pas très longtemps, mon fils est abonné au
au journal de Spirou, qui est donc un hebdomadaire de bande dessinée auquel j'étais abonnée moi quand j'étais petite. Et il n'y a pas très longtemps, il y avait eu un numéro spécial Marsupilami qui était c'est un personnage de bande dessinée auquel mon père était très attaché et moi aussi. Et donc en fait, j'ai ouvert la boîte aux lettres, il y avait ça. Et en fait, j'ai eu vraiment le premier truc, c'était il faut que j'envoie une photo à papa pour. Et en fait, mais comme ça fait 4 ans, en fait, finalement, c'était joyeux pour moi de me connecter dans mon souvenir à mon père. Donc, il y a eu cette espèce de petit bug de mon cerveau. Mais ce que je veux peut-être envoyer comme message à ce stade, c'est qu'en fait, au fur et à mesure qu'on s'est habitué à cette nouvelle réalité, finalement, les éléments qui nous rappellent la personne qui n'est plus, on peut en fait les transformer en des moments de souvenirs et des moments de bons souvenirs, plutôt que des moments de douleur quand on est vraiment dans la phase aiguë du deuil. C'est ça. Et puis, on peut aussi, vraiment, c'est l'invitation ici, se dispenser des pensées de jugement à propos de ça. Par exemple, de se dire, en fait, ça fait 4 ans, je devrais même pas penser ça. En réalité, si, ça fait 4 ans et je pense ça. Et en réalité, ça n'est pas un problème si on n'a pas envie que ce soit un problème. Donc on arrive maintenant au terme de ce premier épisode. Donc on est sur une série de 2 épisodes consacrés au deuil. Alors est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs et nos auditrices les points clés qu'on a évoqués aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Donc ce qu'on vous propose d'emporter avec vous à l'issue de ce premier épisode, c'est d'abord l'idée que la mort et la perte, ça fait partie de la vie. Et voilà, si c'est quelque chose, c'est l'idée de s'ouvrir simplement déjà à cette idée-là. Se rappeler aussi qu'on est tous et toutes équipés pour ressentir toutes les émotions, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur intensité, que ces émotions sont inoffensives, même lorsqu'elles sont très, très douloureuses, et que souvent, elles ont en réalité un message à nous transmettre. Et l'idée aussi de s'accueillir là où on en est, de se donner la main, comme on se donnerait la main comme on donnerait la main à son meilleur ami ou à sa meilleure amie, et cultiver l'idée vraiment qu'il n'existe pas de bonne manière ou de mauvaise manière de faire. On est des êtres humains uniques. Chacun et chacune est libre de vivre son deuil à sa manière unique, quelle que soit l'opinion que d'autres personnes peuvent avoir à ce sujet. Ce que je voudrais rappeler pour finir, c'est que, évidemment, comme on l'a évoqué, si on constate à un moment du chemin que c'est trop difficile, qu'on a l'impression de ne pas s'en sortir ou de s'embourber, c'est important d'aller chercher de l'aide auprès de professionnels dont c'est le métier. Merci beaucoup Béatrice pour ce mot de la fin. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 2e épisode nous allons consacrer au deuil. Donc dans ce 2e épisode, on évoquera une autre manière d'éviter d'ajouter de la souffrance à la douleur. Et on verra aussi comment est-ce qu'on peut faire de la place à l'expérience émotionnelle des autres, donc dans notre relation avec les autres face au deuil. À la semaine prochaine.